On reprend. Vous m'entendez? Très bien. On reprend. Je vous ai dit, donc, les voies de donc, les métastases, généralement, donc, il y a deux voies donc, principales de métastases. On l'a dit, donc, la voie sanguine et la voie lymphatique. Mais il y a beaucoup d'autres voies, donc, accessoires, disons. C'est quoi? Donc, c'est l'envahissement donc, par voie canalaire, qu'on a déjà vu, par donc, les gaines nerveuses, ou bien tout simplement, donc, ça peut être également, donc, lors donc, par voie iatrogène, lors des biopsies ou là, lors des différentes cytoponctions. D'accord? Et il y a aussi ce qu'on appelle donc, les syndromes paranéoplasiques. Les syndromes paranéoplasiques, c'est quoi? C'est tout simplement ils sont dus donc à des substances que sécrète le cancer. C'est pas, elles sont pas le syndrome, parce que le syndrome néoplasique c'est le cancer, alors que le syndrome paranéoplasique c'est en quelque sorte c'est l'effet indirect du cancer. C'est les substances que peut sécréter donc une tumeur maligne. C'est ce qu'on appelle donc ce que vous avez vu sous le terme de marqueurs tumoraux en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un syndrome de féminisation, par exemple lors des cancers de l'ovaire, à cause des oestrogènes qu'ils peuvent sécréter. On peut avoir une hyponatrémie lors des cancers bronchiques. On peut avoir donc les syndromes inflammatoires, comme c'est le cas dans certains cancers du rein. D'accord? Donc syndrome paranéoplasique, donc c'est pas l'action directe du cancer, mais plutôt donc c'est dû aux marqueurs tumoraux qui sécrètent, donc aux substances que sécrètent les différents cancers. Et voici donc un aspect macroscopique donc du cancer. Regardez là, donc c'est un mélanome. Mélanome, ça peut varier donc de la petite tache noirâtre jusqu'au, donc là j'ai pas l'aspect, donc mais jusqu'à la grosse tumeur donc bourgeonnante. Et ce qui attire, c'est toujours quand c'est une grosse tumeur ou là donc c'est il n'y a pas de problème, donc on la détecte tout de suite. Mais il faut faire attention à ce genre de petites taches qui peuvent passer inaperçues et n'être révélées que par des métastases. D'accord? Très tardivement par des métastases. Là, c'est un cancer du rein. Le rein, généralement, donc c'est des cancers assez bien limités. Là, c'est un cancer du testicule, donc un séminome. Donc, ça, c'est un tissu normal, donc testiculaire normal. Et ça, c'est la tumeur. Là, notamment, c'est un séminome. Séminome, c'est un cancer très fréquent chez le jeune, donc jusqu'à 40 ans. Un adénocarcinome ovarien, vous voyez, donc l'ovaire est complètement détruit. Et là, c'est typique d'un cancer, donc d'un adénocarcinome du côlon. Vous voyez donc la muqueuse colique là, donc qui est intacte. Et là, donc c'est la tumeur. D'accord? Et on arrive donc aux métastases. Donc le cancer, qui dit cancer invasif, et donc survenue de métastases. On les appelle également tumeurs secondaires. La définition des métastases, c'est quoi? Donc, c'est un foyer néoplasique, donc un foyer tumoral situé à distance de la tumeur initiale, de même nature que cette tumeur. D'accord? Il est de la même nature, c'est-à-dire, si c'est un carcinome, ça va donner la métastase d'un carcinome. Si c'est un mélanome, ça va donner un mélanome. Si c'est un sarcome, ça va donner un sarcome, mais sans relation de contiguïté avec elle. D'accord? Ça veut dire quoi? Distinguer les métastases des extensions locorégionales de voisinage dont on vient de voir un exemple. D'accord? Donc, la métastase ne se fait pas dans un organe voisin de la tumeur. D'accord? Mais à distance. Donc, c'est ça la définition de la métastase.
Et voici donc un aspect macroscopique des métastases. Qu'est-ce que vous remarquez d'emblée? C'est quoi? Donc un aspect plutôt multinodulaire. D'accord? Ça donne plutôt donc c'est-à-dire plusieurs localisations dans le même organe. Cet aspect multinodulaire est très fréquent et spécifique des métastases. Le problème, c'est que c'est pas c'est pas constant. On peut avoir une métastase unique, métastase hépatique unique. On peut avoir, c'est surtout fréquent au niveau donc cérébral, donc des métastases cérébrales uniques. D'accord? Donc même un nodule unique ne veut pas dire primitif, ça peut cacher une métastase. D'accord? Donc là, le foie, le poumon, c'est des deux organes donc préférentiels de métastase. D'accord? Il y a aussi donc cet aspect donc de vertèbres, donc où on a une certaine ostéocondensation, d'accord? Les métastases au niveau osseux, pardon, les métastases osseuses sont souvent ostéocondensantes, d'accord? Sont plutôt ostéocondensantes dans certains cancers. Et vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez de l'exemple dont on a parlé donc pendant le cours? Donc, c'est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate qui donne typiquement donc, cette image en ivoire, donc bien sûr à la radio. Et donc, il est dû donc, à un aspect ostéocondensant. Alors que la plupart des métastases osseuses se manifestent plutôt par des ostéolyses. Ostéolyse, ça veut dire une fragilisation, une lise de l'os. D'accord? Vous m'entendez là? C'est mieux? Ok, donc après l'aspect des métastases, donc les voies de dissémination des métastases, on l'a dit, donc il y a deux voies préférentielles de la survenue des métastases, donc les tumeurs primitives des cellules cancéreuses peuvent emprunter deux voies principales. C'est quoi? C'est la voie lymphatique, c'est-à-dire c'est les vaisseaux lymphatiques, et on aura donc le plus souvent donc des métastases ganglionnaires. C'est la voie la plus fréquente des carcinomes, mais aussi des mélanomes. Donc généralement les sarcomes n'empruntent pas donc cette voie, et donc elle se fait au niveau du relais ganglionnaire le plus proche. On prend l'exemple de l'adénocarcinome du sein. Et là, donc, par exemple, au niveau, donc, quand on a un carcinome au niveau du cadran supéro-externe, on a souvent des métastases ganglionnaires. D'accord? Ganglionnaires axillaires. D'accord? C'est par rapport au siège. La voie hématogène est également une voie très fréquente de certains carcinomes, mais aussi, surtout, des sarcomes. Donc, les sarcomes sont plutôt... Donc, ils empruntent plutôt la voie hématogène. D'accord? Alors que les carcinomes sont plus lympophiles. Et bien sûr, donc ces métastases se font au niveau donc des organes filtres. On peut avoir donc le foie, le poumon, mais également l'os, qui est donc, à vrai dire, n'est pas donc par définition un organe filtre, mais c'est un siège fréquent de métastases où on peut exactement aussi donc se demander pourquoi le rein, qui est également un organe filtre, mais qui n'est pas donc un siège fréquent de métastases. D'accord? Donc cette théorie d'organe filtre n'explique pas tout. D'accord? Il y a souvent donc les métastases se font certes au niveau des espaces donc des organes filtres, mais il y a aussi également donc une sorte d'affinité entre les cellules cancéreuses et certains tissus. Donc cette affinité qui se fait, c'est pour ça qu'on a des organes qui ne reçoivent pas, disons, donc un flux sanguin très important, mais qui sont souvent le siège de métastases. Les autres voies donc possibles, c'est ce qu'on appelle les voies de métastase, mais les voies donc accessoires. On peut avoir donc les transplantations, donc lors donc comme on vient de le dire, donc lors des ponctions, donc cytoponctions, lors des biopsies, lors des trajets donc pourquoi le rang n'est pas un siège? On peut avoir donc un essaimage direct dans les cavités naturelles et on peut avoir également donc la voie tout au long des gaines nerveuses. Donc généralement, c'est ce qu'on a vu, donc en fonction de l'irrigation donc veineuse de l'organe atteint, il y aura donc, on peut prévoir les métastases. Par exemple, les organes digestifs, donc l'estomac, le côlon, etc., ils sont surtout donc drainés par le système porte. Pardon. C'est pour ça qu'on a souvent
des métastases au niveau du foie. Donc, quand on retrouve des métastases hépatiques, on pense en premier aux organes digestifs. Donc le poumon, à vrai dire, le poumon, ça peut être n'importe quel organe. Pourquoi? Parce que justement, c'est aussi bien donc les veines sucépatiques que les veines caves surtout. Et donc c'est pour ça que les poumons sont un siège très fréquent de métastases. Il y a aussi le siège ubiquitaire, c'est-à-dire ça peut atteindre n'importe quel organe. Parce que pourquoi? Donc ça passe au niveau des veines pulmonaires et donc par la suite, ça passe dans toute la circulation et donc les métastases peuvent s'arrêter à n'importe, les cellules cancéreuses peuvent s'arrêter à n'importe quel niveau. D'accord? Et donc la fréquence de métastases, on dit souvent qu'elle est variable selon le cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cancers qui donnent très rapidement et fréquemment des métastases, et il y a d'autres cancers qui donnent rarement des métastases. Par exemple, les métastases sont exceptionnelles dans les gliomes. Dans les gliomes malins, ça veut dire donc dans les tumeurs cérébrales primitives. Dans certains carcinomes cutanés. D'accord? C'est pas le mélanome, hein? Vous vous souvenez le mélanome? Le mélanome, c'est pas un carcinome. Le mélanome est une tumeur maligne, cutanée, oui, mais c'est pas un carcinome cutané, parce que les mélanomes, ils donnent souvent des métastases, d'accord? Donc c'est exceptionnel au niveau des gliomes, donc les tumeurs cérébrales, donc les cancers du parenchyme cérébral, et les carcinomes cutanés, tels que le carcinome basocellulaire. Et elles sont quasi systématiques, c'est-à-dire elles sont quasi constantes, donc par exemple le carcinome bronchique à petites cellules. Il y a aussi le mélanome qu'on peut citer, où les tumeurs, donc les métastases sont quasi constantes, d'accord? On dit que les gliomes ne métastasent pas alors que ils ont été dans dissémination. Oui, très bien. Les gliomes disséminent par LCR. D'accord? Donc ils disséminent où? Au niveau donc de la moelle épinière, mais pas au niveau viscéral. D'accord? Les gliomes, oui, ils peuvent donc disséminer par le LCR et non pas par voie hématogène. D'accord? On passe à cette diapo, donc pour dire finalement que le mode de révélation et l'évolution des métastases est très variable et il dépend également donc du cancer primitif. Le timing d'apparition donc des métastases, elles peuvent être révélatrices. Révélatrices, c'est le cas par exemple, vous vous souvenez du mélanome, où on a dit donc c'est une petite tache qui peut passer inaperçue et c'est la métastase qui va révéler, donc des nodules hépatiques par exemple, qui vont révéler le mélanome primitif. D'accord? Là, carrément, donc une tumeur cérébrale, c'est-à-dire on peut avoir une métastase cérébrale d'un mélanome, et c'est les manifestations donc cérébrales, par exemple donc l'HIC, un syndrome d'HIC. Un syndrome d'HIC, par exemple, qui va révéler donc ce mélanome encore qu'on n'a pas encore diagnostiquées. D'accord? Elles peuvent être inaugurales synchrones, ça veut dire donc elles peuvent être contemporaines au cancer, c'est-à-dire elles peuvent être révélées au moment de la découverte du cancer, ou bien elles peuvent être métachrones, tardives, ça veut dire donc elles sont révélées au cours de l'évolution du cancer. C'est-à-dire on fait le diagnostic du cancer, d'accord? On fait le bilan d'extension, il n'y a rien, il est négatif, c'est-à-dire le cancer n'est pas encore propagé, il est encore loco-régional, d'accord? Et c'est au cours de l'évolution, donc d'après une année, 2 ans, 3 ans, qu'on découvre donc des métastases, que les métastases apparaissent. Et il y a certaines métastases qui peuvent apparaître très tardivement au cours de l'évolution du cancer, c'est quoi? Donc c'est surtout le cas du cancer du sein et le cancer les cancers de la thyroïde qui peuvent donner des métastases très tardivement. D'accord? L'évolution, la même chose. Donc ces métastases peuvent évoluer très lentement. C'est le cas des cancers de prostate. Donc les cancers de prostate, même métastatiques, on dit qu'ils sont de très bons pronostics. Contrairement au cancer bronchique à petites cellules par exemple, qui dans l'évolution est très rapide, donc la survie à 1 an est très faible. D'accord?
Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer. Donc, intérêt de l'immunohistochimie, d'accord, on va arriver à l'immunohistochimie. Donc, vous êtes un petit peu en avance. Comment chercher l'origine du métastase lorsqu'elle est révélatrice? Très bien. Très bien. D'accord, on s'arrête aux métastases. Donc, pour répondre à ces questions. Très bien, donc on a terminé. Il nous reste juste la classification. Donc, c'est très bien. Très bonne question, donc, concernant les métastases. On a dit que les métastases peuvent ressembler au cancer primitif. D'accord? Ça, c'est de 1. Et de 2, généralement, le siège de la métastase. Quand on parle, par exemple, de métastases ganglionnaires, souvenez-vous du cancer du sein, c'est-à-dire quand on découvre une métastase au niveau du creux axillaire, donc métastase ganglionnaire, axillaire, chez une femme surtout, le premier cancer primitif auquel on pense, c'est le sein. C'est-à-dire il faut explorer le sein. D'accord? Là, c'est dans les cas typiques. Mais on peut avoir, par exemple, un cancer du sein qui va donner une métastase donc inaugurale, une métastase donc révélatrice, osseuse par exemple, lors d'une fracture, donc une fracture pathologique. D'accord? Là, donc il faut vraiment y penser, mais le cancer, c'est-à-dire dans les cas atypiques, on a d'autres moyens de découvrir la tumeur primitive. C'est quoi? C'est-à-dire en plus de la morphologie, du siège, etc., qui sont utiles, je vous ai dit, dans les cas typiques, on peut avoir recours à ce qu'on appelle l'immunohistochimie. L'immunohistochimie, c'est quoi? C'est mettre donc au profit de l'histologie donc le principe antigène, anticorps. D'accord? On va utiliser des anticorps dirigés contre les antigènes de surface. Ces antigènes de surface donc, peuvent être présents au niveau de la surface cellulaire ou là au niveau de la membrane nucléaire. Donc il n'y a pas de problème, mais au niveau cellulaire. D'accord? Et bien ces antigènes de surface, il y a différents antigènes. Il y a par exemple les antigènes qui reflètent la nature cellulaire donc du cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la métastase provient donc d'un cancer primitif donc mammaire, j'aurai des anticorps donc qui sont positifs au niveau du sein, ils vont être positifs également au niveau de la métastase. D'accord? C'est là où l'immunohistochimie tient tout son intérêt. Ça veut dire donc la morphologie ne va pas m'aider, mais je vais recourir à l'immunohistochimie, c'est-à-dire je vais utiliser des anticorps que je sais qui sont positifs, mais là, c'est tout un panel d'anticorps qu'il faut utiliser. D'accord? D'abord, il faut trier, donc quand il s'agit d'un carcinome, d'un processus indifférencié, je ne sais pas si c'est un carcinome, un sarcome, un mélanome, d'abord c'est des antigènes, disons, c'est des anticorps qu'on appelle des anticorps de base. Ça veut dire donc de tri, en quelque sorte. Je vais utiliser des anticorps qui vont marquer plutôt les cellules épithéliales pour dire non, c'est un carcinome. Des anticorps qui vont marquer plutôt donc tout ce qui est conjonctif. Donc non, je vais dire c'est un métastase plutôt d'un sarcome. On peut utiliser des anticorps propres donc à des lymphomes. Donc je vais dire donc c'est une métastase oui, mais d'un lymphome, d'accord, ou d'un mélanome. D'accord? Il y a 4 anticorps à utiliser. Donc, anti-épithélial, donc c'est ce qu'on appelle les cytokératines. Donc, les anticytokératines. Cytokératines, donc c'est pour tout ce qui est épithélial. Les anticorps, pour tout ce qui est conjonctif, c'est surtout la vimentine. Et l'anticorps, donc, pour tout ce qui est mélanique, d'origine mélanique, c'est plutôt donc HMB45. Ou la PS100, donc l'HMB45 de garder en tête, et pour le lymphome, c'est le CD45. Donc d'accord? Une fois que j'ai trié donc la nature cellulaire du cancer, là, donc il me faut l'organe. Le fait de dire c'est une métastase d'un carcinome, ça ne suffit pas. D'accord? C'est un carcinome, mais à partir de quelle origine? À partir de quel organe ça a pris naissance? D'accord? Eh bien, il y a des anticorps également d'organes. Je vous ai dit que la cellule cancéreuse conserve les antigènes de surface donc, qui renseignent sur la nature cellulaire donc, de ces d'origine, disons. D'accord? C'est-à-dire, si ça a pris naissance au niveau du sein, je vais avoir des antigènes de surface du sein.
Si c'est donc à partir donc, de l'estomac, il y aura des antigènes de l'estomac, etc. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on peut recourir à l'immunohistochimie pour rechercher le foyer primitif quand il n'est pas détecté cliniquement, d'accord, cliniquement ou radiologiquement, d'accord. J'ai répondu à vos questions ou pas, concernant l'immunohistochimie. D'accord. Et là, on continue donc avec les classifications. D'accord? Les classifications. Donc, comment classer les cancers? D'accord? D'abord, il y a une classification histologique. Histologique, des cancers. Donc, il y a des suffixes qui sont utilisés. Quand vous voyez donc carcinome, ça sous-entend tumeur épithéliale maligne. D'accord? Quand vous entendez le suffixe sarcome, c'est une tumeur conjonctive maligne. D'accord? Et les sarcomes, bien entendu, il y a différents types. Si ça prend naissance à partir donc de la cellule musculaire lisse, on parle de léomyosarcome. Quand c'est donc une tumeur donc qui prend naissance à partir d'une cellule striée, musculaire striée, c'est le rhabdomyosarcome. Ça peut être un liposarcome quand c'est adipeux, d'accord? Il y a différents types de sarcomes. Le suffixe blastome veut dire tumeur embryonnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc c'est des tumeurs du blastème, tels que le néphroblastome, le neuroblastome, et là, on a également le pneumoblastome, l'hépatoblastome, etc. Mais les plus fréquents, c'est le néphroblastome et le neuroblastome. D'accord? Et on a aussi donc le suffixe matose pour dire tumeur multiple. C'est comme ça qu'on parle d'angiomatose ou d'adénomatose. Ça veut dire, donc c'est des tumeurs plutôt bénignes, d'accord, mais qui sont multiples. D'accord? Et bien entendu, donc gardez en tête quand on dit tumeur, ça sous-entend aussi bien tumeur bénigne que tumeur maligne. Quand on dit tumeur maligne, ça sous-entend cancer, d'accord? Mais quand on dit tumeur, on ne sait pas si c'est bénin ou malin, d'accord? Les tumeurs peuvent être bénignes, peuvent être malignes. Les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes s'opposent point par point. Donc c'est comme ça qu'on dit que les tumeurs bénignes sont plutôt bien limitées et encapsulées, alors que les tumeurs malignes sont mal limitées et encapsulées. Histologiquement, donc les tumeurs bénignes sont plutôt semblables au tissu d'origine, donc elles sont bien différenciées. Par définition, la tumeur bénigne est une tumeur bien différenciée, alors que les tumeurs malignes peuvent avoir un différent degré de différenciation. D'accord? On peut parler de carcinome bien différencié, moyennement différencié ou peu différencié ou carrément indifférencié. D'accord? La différenciation est différente. Les cellules sont régulières dans les tumeurs bénignes, elles sont irrégulières dans les cellules cancéreuses et la croissance est lente dans les tumeurs bénignes alors qu'elle est très rapide dans les cancers. Les tumeurs bénignes refoulent sans détruire le tissu voisin, alors que on a déjà vu donc le cancer donc il envahit donc d'abord l'organe, par la suite donc tous les organes de voisinage. Il n'y a pas de récidive dans les tumeurs bénignes, donc si l'exérèse bien entendu est complète, et il n'y a jamais de métastase. Alors que dans les tumeurs malignes, les récidives généralement donc surviennent même après exérèse, donc on dit supposée totale parce que l'exérèse donc est souvent difficile en cas de tumeur maligne parce qu'il y a vraiment donc elle est infiltrante et bien entendu c'est donc la caractéristique majeure disons des cancers, des tumeurs malignes, c'est la survenue de métastases. Là donc c'est le tableau que vous avez eu lors du cours, donc c'est les différentes dénominations donc des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes en fonction de leur origine. D'accord? Là, je vous apprends rien du tout. Vous avez ça sur
au niveau du cours. Et la classification, on arrive à la classification TNM. Donc ça, c'était donc tout ce qui est donc les suffixes qu'on a vus, etc. C'est les classifications histologiques. Et là, donc c'est la classification TNM, la classification de l'OMS, donc des cancers, qui utilise donc ces trois lettres. Donc on va voir le T c'est pourquoi, le N c'est quoi et le M c'est quoi. Elle permet d'évaluer le pronostic, donc de dire ce cancer est de bon pronostic ou là de mauvais pronostic. Et elle guide également le choix thérapeutique. Comment est-ce qu'elle guide le choix thérapeutique? Vous allez voir que une tumeur, par exemple, donc le T c'est pour tumeur, donc une tumeur, donc un cancer qui n'a ni métastase ganglionnaire ni métastase viscérale, c'est un cancer plutôt où on va privilégier la chirurgie. Alors qu'un cancer donc déjà avec métastase, on va privilégier comme arme thérapeutique plutôt donc la chimiothérapie. D'accord? Et le staging TNM, il y a ce qu'on appelle le staging TNM clinique, où il tient compte de l'examen clinique en s'aidant des différents donc, moyens donc d'imagerie. Et après chirurgie, il y a un TNM, il y a un PTNM qu'on doit établir, et P c'est pour pathologique. Donc c'est le TNM pathologique qu'on doit établir après chirurgie. D'accord? Et donc, on l'a dit, donc T, donc c'est pour tumeur, donc en anglais tumeur. C'est quoi? C'est le degré d'envahissement local de la tumeur. Généralement, ça va de T0 jusqu'à T4. Donc T0, c'est pour qu'il n'y a pas de tumeur. T1, c'est variable en fonction des organes. D'accord? Il y a un TNM pour chaque organe. D'accord? C'est pas la même classification TNM, mais généralement, pour du T1 à T4, généralement, c'est en fonction de la taille tumorale. Le N, c'est pour node. Node, ça veut dire pour le ganglion, donc niveau d'atteinte ganglionnaire. 0, c'est pour il y a N0, c'est-à-dire il n'y a pas de métastase ganglionnaire, et ça va de N1, N2, N3, donc selon le nombre et la localisation des ganglions. Et le M, c'est pour métastase, donc s'il y a atteinte métastatique ou pas. Donc M0, c'est-à-dire il n'y a pas de métastase, et M1, donc il y a des métastases. Et quand on ne peut pas établir le TNM, on met un X à chaque fois. Donc M, je ne sais pas s'il y a des métastases ou pas, je mets donc, par exemple, T3, N1, MX. X sous-entend que c'est inconnu, on ne sait pas. On ne peut pas l'établir. Je vous ai pris l'exemple du cancer du sein. Par exemple, là, donc pour le T1, c'est des tumeurs de moins de 2 cm. Donc moins de 2 cm au niveau du sein, on parle de T1. Et ce T1 est divisé en T1A, T1B, T1... C'est juste des exemples. Hein. Donc là, ça va jusqu'à 5 mm. Là, c'est de 5 à 10 mm. Là, donc c'est de 10 à 20 mm. Donc tant que c'est inférieur à 20 mm, on parle de T1. Le T2, c'est entre 20 et 50 mm. Donc jusqu'à 5 cm, on est dans le T2. Et plus de 5 cm, on est dans le T3. Dans le sein, le T4, il est un peu particulier. C'est pas la taille tumorale, mais c'est l'extension à la peau, ou l'extension vers la paroi thoracique. D'accord? C'est soit l'extension vers la paroi thoracique, ou là vers la... Mais c'est juste l'exemple du cancer du sein. Et la même chose pour le cancer du sein, donc pour le N, pour les ganglions. Le N1, c'est tant que c'est des... Là, c'est le clinique, hein, c'est pas le pathologique. Donc, c'est des ganglions axillaires. Là, c'est toujours des ganglions axillaires, mais qui sont fixés. Là, c'est la chaîne mammaire interne. Là, c'est donc pour le T3. Le N3, on passe au ganglion susclaviculaire. Là, c'est sous-claviculaire. Pour le N3C, c'est sus-claviculaire. Et le 3B, c'est aussi bien donc mammaire interne que... C'est l'association donc, entre mammaire interne et axillaire. D'accord? Et on a terminé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, je vais répondre d'abord sur ce que j'ai comme question. D'accord? Est-ce que les tumeurs bénignes ont des atypies cytonucléaires? Ou c'est juste une prolifération excessive? Non. Par définition, les cellules, les tumeurs bénignes n'ont pas d'atypie cytonucléaire. D'accord? Les atypies cytonucléaires, généralement, donc ça commence, donc c'est dysplasie, etc. Mais la tumeur bénigne, elle ressemble, les cellules ressemblent aux cellules normales. D'accord? Elles ressemblent aux cellules normales. Tout simplement, il y a un effet de masse. Il y a une masse qui se forme. C'est-à-dire, il y a donc à la palpation ou là donc à l'imagerie, etc. On a donc une tumeur
mais une tumeur généralement qui est bien circonscrite, bien encapsulée, avec un plan de clivage, c'est-à-dire l'exérèse chirurgicale est très facile, d'accord? C'est ça une tumeur bénigne, mais il n'y a pas d'atypie dans les cellules, dans les tumeurs bénignes. Différence entre carcinome et mélanome. C'est pas du tout la même chose. Carcinome, c'est que ça provient donc des cellules qu'on a épithéliales, alors que le mélanome, ça provient des cellules mélaniques. Il y a les tumeurs mélaniques bénignes et la tumeur mélanique maligne. Les tumeurs mélaniques malignes qu'on appelle mélanome. D'accord? Et justement, par rapport aux dénominations, j'ai oublié de vous dire la parenthèse. Donc, généralement, tout ce qui se termine en homme, c'est bénin plutôt. D'accord? Tel que le papillome, l'adénome, etc. À l'exception, bien sûr, du mélanome. Mélanome qui est une tumeur maligne, donc des cellules mélaniques. Il y a le lymphome, qui se termine en homme également, mais c'est une tumeur maligne, donc lymphatique, donc du tissu lymphoïde. Et il y a aussi le myélome, qui est également donc une tumeur maligne. D'accord? Si on parle de néoplasie, c'est un terme à vrai dire, tout simplement, ça veut dire tumeur. Ça veut dire tumeur, mais c'est plus un terme clinique. Néoplasie qu'un terme, mais sinon c'est l'équivalent de tumeur. Quand on dit néoplasie, ça peut être une néoplasie bénigne, ça peut être une néoplasie maligne. D'accord? Donc pourquoi la membrane basale est respectée au cours des dysplasies. Donc là, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire la dysplasie, je vous ai dit, pourquoi? Mais on ne peut parler de dysplasie que si la membrane est encore respectée. Vous allez me dire pourquoi dans le carcinome in situ plutôt, mais la dysplasie, c'est je vous ai dit. Donc c'est des modifications, aussi bien de l'architecture que des cellules, mais qui est limitée à l'épithélium, sans atteindre la membrane basale. Tumeur semi-maligne, il n'y a pas. Il y a les tumeurs il y a les tumeurs bénignes, il y a les tumeurs malignes, mais c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les tumeurs un peu borderline. Borderline, je ne voulais pas en parler, mais c'est des cellules en quelque sorte frontières. C'est des tumeurs frontières entre le bénin et le malin. Et elles sont généralement donc, elles ont un pronostic donc défavorable local. C'est-à-dire que ça donne souvent des métastases locales et ça donne rarement des métastases. D'accord? C'est-à-dire que ça donne toujours des récidives locales, pardon, nicht des métastases, mais des récidives locales, mais il n'y a généralement pas de métastases. C'est ça les tumeurs borderline, où les critères ne sont pas assez suffisants pour dire est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est malin. C'est vrai, ça existe. Non, le stroma, le carcinome, il y a un stroma, alors le sarcome, il n'y a pas, je sais pas, j'ai même pas compris ce qu'il y a. Donc non, le stroma, voilà, il est propre au cancer. Ça veut dire, donc, s'il y a cancer, il y a un stroma, que ce soit carcinome, que ce soit sarcome. Comme dans l'in situ, il n'y a pas de stroma. Dans l'in situ, dans le carcinome in situ, il n'y a pas de stroma. Mais le stroma, il existe dans tous les types de cancers invasifs, de cancers infiltrants. D'accord? Donc, il existe aussi bien dans les carcinomes que dans les sarcomes, mais il est plus développé dans les carcinomes. D'accord? Les tumeurs du blastème, oui, sont toujours malignes. C'est des tumeurs malignes, donc, et généralement, donc, le pronostic est fâcheux. La différence entre aneuploïdie et polyploïdie. D'accord. Donc la cellule normale est comment? Elle est euploïde. D'accord? Euploïde, ça veut dire donc elle a 2 fois 23 chromosomes. D'accord? Dans les cellules cancéreuses, donc il y a souvent des modifications donc quantitatives ou la qualitative des chromosomes. Là notamment, il s'agit d'une modification quantitative des chromosomes. D'accord? La polyploïdie,
on parle de polyploïdie généralement quand c'est un multiple de 46. D'accord? Voire certains même disent de 23. C'est-à-dire, mais c'est plutôt donc un vous gardez en tête, c'est un multiple de 46, d'accord? Donc du nombre total de chromosomes qu'on a. Alors que l'aneuploïdie, c'est un nombre totalement donc qui n'a aucune relation avec le 46. Ça peut être 45, ça peut être 20, d'accord? Ça peut être 100, mais c'est-à-dire c'est pas un multiple c'est pas un multiple de 46. Tout simplement. Et les tumeurs aneuploïdes sont généralement plus graves que les cellules polyploïdes. D'accord? Le mésothélium, le zétolium, il y a à vrai dire le mésothélium malin et il y a le mésothélium bénin. D'accord? Le mésothélium bénin, c'est plutôt une tumeur kystique fréquente. D'accord? Généralement qui peut passer même inaperçue si elle est petite. Et le mésothélium malin, c'est un cancer. D'accord? Qui prend naissance à partir d'où? À partir des séreuses. Par exemple, à partir de la plèvre, à partir du péritoine, etc. D'accord? C'est ça le mésothélium. Et il peut être bénin, il peut être malin. La classification TNM. La classification TNM, je crois que c'est clair. Il y a le T, il y a le N, il y a le M. Il y a le TNM clinique, c'est-à-dire le clinicien, la patiente arrive, le patient arrive avec un cancer, il essaye d'établir le TNM. D'accord? C'est un TNM clinique. C'est-à-dire il a son examen clinique et il a aussi donc les données de l'imagerie. Et à partir de là, il va essayer donc de stader la tumeur, les ganglions et les métastases. D'accord? Et par la suite, après chirurgie, il y aura donc le PTNM, c'est le TNM pathologique qui va, c'est le TNM final, disons, qui va prendre en compte donc la tumeur, les dimensions, les véritables dimensions de la tumeur. S'il y a des ganglions, parce que les ganglions, des fois les ganglions sont augmentés de volume, d'accord? Cliniquement, c'est considéré comme ganglion métastatique. Alors qu'à l'histologie, on peut avoir, donc après examen à la patte, ce ganglion augmenté de volume n'est pas métastatique. Donc on reprend le N, et c'est plus un N positif, mais c'est plutôt un N0, d'accord, même s'il est augmenté de volume. Parce qu'on peut avoir des ganglions augmentés, mais ils sont réactionnels, c'est-à-dire ils ne sont pas métastatiques. D'où l'intérêt de la classification donc TNM pathologique, parce qu'en quelque sorte c'est la classification terminale, c'est-à-dire c'est la classification définitive donc et réelle donc du cancer. Différence entre étapes de la carcinogénèse, entre tumeur épithéliale et conjonctive, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Donc on a pris la carcinogénèse, j'ai pris l'exemple des tumeurs épithéliales. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a justement, c'est là où on parle d'un processus multi-étapes, où il y a la dysplasie, par la suite le in situ, il y a l'invasif et les métastases. Dans le conjonctif, il n'y a pas toutes ces étapes. Il y a directement, il y a d'emblée le cancer. D'accord? Il y a des modifications, bien entendu, il y a des modifications, mais des modifications, elles ne sont pas morphologiques. D'accord? Il y a des modifications au niveau de la cellule, mais qui ne sont pas détectables, ni au microscope, ni cliniquement, ni à l'imagerie. D'accord? Donc on a directement l'apparition du cancer dans les sarcomes. D'accord? Les télomères. Les télomères, d'accord. Les télomères, c'est quoi? Ils sont responsables donc du vieillissement. D'accord? Plus la cellule se divise, plus le chromosome, donc les chromosomes, ils se terminent par des télomères. Télomères, c'est des successions donc de séquences qui se répètent. D'accord? Et à chaque division, il y aura donc une séquence qui va diminuer. Et c'est ce qui détermine, disons, la durée de vie de la cellule et le vieillissement cellulaire. Et bien le cancer, il arrive à shunter, il arrive à bloquer ces télomères et il n'y a pas de diminution. La télomérase est responsable donc de la diminution des télomères est bloquée et il n'y a pas donc de vieillissement, il n'y a pas donc la cellule cancéreuse se divise rapidement et continuellement, mais il n'y a pas cette diminution donc des télomères. Il y a et c'est en quelque sorte c'est une des voies empruntées donc par la cellule cancéreuse pour éviter l'apoptose. D'accord? Le carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde, c'est un carcinome qui se développe à partir des
de l'épithélium malpigien. On dit carcinome épidermoïde ou la carcinome malpigien, c'est la même chose. Le malpigien, c'est quoi? Il m'a par exemple l'épiderme. L'épiderme, c'est un carcinome. Les carcinomes qui se développent à partir de l'épiderme, on peut avoir des carcinomes épidermoïdes. D'accord? Au niveau donc de l'épithélium, par exemple, bronchique. Bronchique, il est cylindrique, mais il y a souvent une métaplasie qui se fait donc sur un mode malpigien. Et il y a des carcinomes épidermoïdes qui se développent au niveau donc de toute la muqueuse génitale chez la femme, par exemple. C'est donc c'est un épithélium malpigien.